Mon nom est Jean-Sébastien Pinault. Sébastien et Charles ne peuvent pas être là, comme je vous disais, alors je vais débuter avec un extrait de Jean-Claude Guilbeault, qui est un essayiste français. Sinon, après ça, on va continuer sur le débat démocratique, si on veut. C'est la préface, en fait. Ça introduit vraiment, disons, le combat qu'on mène en ce moment. Toute analyse implique une part d'engagement personnel, un parti pris. Autant s'en expliquer dès le début et, si possible, sans ruse. Le mien est tout entier contenu dans le titre du présent livre, inspiré d'une formule de Max Weber. La politique, c'est le goût de l'avenir. Mais ce goût, à mes yeux, n'est pas une simple inclination sentimentale vers des promesses du futur, ni un abandon heureux à l'imprévisible. Pour dire les choses autrement, il ne se résume pas à l'optimisme du rêveur dévoué à la providence. Avoir le goût de l'avenir, c'est vouloir gouverner celui-ci. C'est refuser qu'il soit livré aux lois du hasard, abandonné à la fatalité, à la domination, aux logiques mécaniques d'un processus sans sujet. Être habité par cette idée du lendemain à construire, c'est donc renoncer au renoncement contemporain. Il se trouve en effet que 1001 raisons viennent aujourd'hui miner, jour après jour, toute détermination agissante. Puissance autonome de la technique et impérialisme intimidant du concept moderne de la recherche et développement technoscientifique, échec des anciennes utopies, désastre idéologique du 20e siècle, fin de l'histoire, nouvelle complexité d'un monde globalisé, désarroi démocratique, l'air du temps est encombré de signes, de signaux, de murmures qui vous invitent chacun de nous, qui invitent chacun de nous à la sagesse hédoniste, au bonheur modeste de l'instant, au fatalisme déchanté. Cette injonction se charge parfois de condescendance. On nous adjure de nous défier du volontarisme, c'est-à-dire de nous abstenir. Conseil partout murmuré, ne touchons pas à l'histoire, elle s'en portera mieux. Songez au siècle qui vient de s'achever, ajoute-t-on. Les grands projets d'hier, le dessein de changer le monde, l'orgueil prométhéen et la visée téléologique n'ont pas irrémédiablement conduit au meurtre, au camp, aux faillites. En dépit d'une précipitation civique, c'est-à-dire, entre parenthèses, aller voter, la pensée courante juge comme un prurie infantile, ou pire, comme un symptôme populiste, tout volontarisme qui prétend aller au-delà de l'aménagement prudent, de la régulation technocratique ou de la gouvernance sans vision. On connaît l'ancienne, opposée aux rêveurs, qui s'obstiennent à croire qu'un autre monde est possible. Quelle solution concrète proposer? C'est cette inclination capitulante qu'il me paraît urgent de combattre, quel que soit le visage qu'elle prend, il en est de sympathique. Non, garder le goût de l'avenir, c'est accepter vaille que vaille et en dépit de toute détermination qui va avec, c'est refuser de jeter par-dessus bord l'espérance ou l'idée du progrès. Progrès humain, progrès de l'homme, entre parenthèses. Plus concrètement, il s'agit de reconquérir cette maîtrise minimale de l'histoire qui pour de bon, risque de nous être dérobée. Elle seule, pour user de la formulation hébraïque, peut empêcher que le monde soit abandonné aux méchants, qu'il soit livré au mécanisme anonyme de la puissance, de la technoscience ou de la marchandise. Non, nous ne sommes pas condamnés au choix impossible entre naïveté de la résistance et abjection du consentement. Au fond, il est tout simplement urgent de ne pas consentir. Aimer l'avenir passe paradoxalement par un mot de 3 lettres qu'il faut réapprendre à articuler. Non. C'est ça. Jean-Claude Guilbeault, excellent essayiste en passant, qui met en relief le monde occidental aujourd'hui par des essais qui, depuis le début des années 2000, la tyrannie du plaisir,
dans lequel il résume le monde de contrôle, de contrôle du plaisir dans lequel on vit. La refondation du monde, le principe d'humanité, la force de conviction, c'est 4 livres que je vous invite à lire. Celui-là, c'est Le goût de l'avenir. Quelqu'un voudrait parler peut-être? Bonjour, Réal Mathieu. Alors, cette semaine, je voudrais vous lire un texte. En fait, c'est un manifeste qui a été publié par le MPIQ. Le MPIQ, auparavant, c'était le Mouvement pacifiste pour l'indépendance du Québec. Mais maintenant, ils viennent de changer de nom pour le Mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec. C'est donc un groupe d'étudiants à l'Université du Québec qui existe depuis environ 2 ans, qui fait un travail extraordinaire. Par exemple, ils ont mis sur pied une école de formation de militants. Ils ont mis sur pied un comité d'action féministe pour l'indépendance du Québec. Toutes sortes d'activités de ce genre-là. Il y a aussi des activités dans le domaine de la culture des arts. Donc, cette semaine, il y a eu une assemblée générale annuelle et ils ont publié leur nouveau manifeste, ou en fait, leur manifeste. Ce que je vous lis, c'est une page 3/4. Le mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec définit le projet de libération nationale comme une lutte révolutionnaire. Révolutionnaire parce que des changements sociaux sont à venir dans une société qui tourne en rond. Révolutionnaire parce qu'il est temps de remplacer un régime politique désuet par une république libre et affirmée. Révolutionnaire car l'obtention de la liberté d'un peuple s'est toujours heurtée au pouvoir en place et aux forces du statu quo. Pour le MPIQ, le projet d'indépendance nationale est un moyen. Il considère la nation québécoise comme étant dotée d'un potentiel inexploité, enterré par sa soumission au reste du Canada. Par son indépendance politique, le Québec est clairement capable d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes. Le Québec pourrait donner au peuple son pouvoir légitime. Nous pourrions appliquer la division des pouvoirs pour devenir une société encore plus égalitaire. Nous pourrions révoquer la monarchie parlementaire et instaurer une réelle démocratie dans une république à notre image. Mais ça, seul un pays le peut. Nous pourrions favoriser l'art et la culture. Nous pourrions encourager la création, le dépassement de soi, la réflexion et la remise en question. L'État deviendrait un acteur majeur au développement des projets artistiques, autant dans les écoles que professionnellement, mais ça, seul un pays le peut. Le Québec pourrait arrêter de se battre pour la sauvegarde de sa langue. Le français serait la seule langue officielle au Québec. Les nouveaux venus seraient encouragés à l'apprendre pour faire briller cette langue sur tout le territoire. Mais ça, seul un pays le peut. Nous pourrions développer la société québécoise en solidarité avec les Premières Nations et tous les autres peuples de ce monde qui luttent pour le droit à l'existence, mais ça, seul un pays le peut. Le MPIQ se voit forcé de constater que jamais le peuple du Québec n'a adhéré à l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Il n'a jamais signé la Constitution de 1982. La vérité, c'est qu'il a été conquis et annexé par la force des armes. Le MPIQ considère que les Québécoises et les Québécois ont le devoir d'honorer la mémoire de leurs ancêtres. Nos patriotes ont toujours lutté contre le colonialisme, l'impérialisme et la domination. Continuons le combat. La marche vers le pays est une force inexorable qui s'ancre profondément dans l'histoire du Québec. Comme pour tous les peuples, l'écriture d'une constitution populaire est une étape fondamentale de notre développement. Les seuls peuples qui ont survécu sont ceux qui se sont donné un État. Il est indiscutable que l'indépendance est la seule alternative à la fin du peuple québécois. À l'ère de la mondialisation, le combat pour l'indépendance en est un pour la diversité culturelle. Les peuples du monde entier veulent continuer à exister, à vivre selon leurs traditions et à parler leur langue. La clé est un peuple uni et solidaire dans la société qu'il se donne. Seul un pays peut lutter contre la société de consommation qu'on nous impose, contre la marchandisation et son pouvoir d'éclatement social.
Cette société de consommation veut plus de développement, plus de productivité, plus de choix et de produits à consommer. Une société solidaire ne peut pas subsister dans un pays qui refuse cette solidarité, qui ne veut voir briller que des individus vidés de leur substance. Seul un pays peut abolir la dictature économique qui contrôle la plupart de ses énergies et ressources naturelles. Ces empereurs de la piastre qui manipulent toute l'information médiatique et sacrifient l'accès à l'éducation devront se plier aux normes sociales qui leur seront exigées. Les corporations devront faire leur juste part dans cette société qui leur permet de prospérer grâce au peuple sur lequel elles s'appuient, le peuple québécois. L'indépendance politique est l'étape qui permettra le développement de l'indépendance totale. Le Québec libéré politiquement du Canada pourra ensuite l'être de toutes les puissances extérieures, qu'il s'agisse d'autres États ou de grandes corporations. Vive le Québec libre et autonome. Entre la dépendance et l'indépendance, le choix est clair. Le MPIQ entend bâtir une avant-garde politique massive. Notre rôle est d'instaurer un climat de changement partout sur le territoire national. Nous sommes progressistes, nous sommes indépendantistes, nous sommes républicains. Vive la Révolution québécoise. Merci. Vive les jeunes du MPIQ. Je viens comme pas mal souvent. Cette semaine, je me suis dit que ça serait bon de donner des films à voir, juste pour parler plus fort, ok? Des films à voir qui sont intéressants. Je vous conseille d'écouter Tintamarre, qui est sur le site de l'ONF. C'est un film d'André Gladu sur les Acadiens. Il y a Peuple invisible de Richard Desjardins. La bande annonce est sur l'ONF, mais dans le fond, pour la voir, c'est dans les clubs vidéo, dans les bons clubs vidéo, parce que pas tout le monde qui les a. Puis à l'ONF, que vous pouvez aller l'acheter, ou je pense qu'il y a même de la location là-bas. Il y a le film Before Tomorrow, qui est sur le site izuma.tv, isuma.tv. C'est une partie de l'histoire des Inuits dans le nord, dans le Grand Nord québécois. Il y a aussi un autre film, ça s'appelle Martha qui vient du Nord. C'est un film très intéressant d'une femme justement qui vient du Grand Nord aussi. Donc c'est ça. Ben moi je viens toujours mettre mon grain de sel pour parler des Premières Nations parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Donc cette semaine j'ai décidé de venir lire une légende autochtone sur les arcs-en-ciel. Ça a l'air super cucu, mais... Un jour, toutes les couleurs du monde se mirent à se disputer. Chacune d'elles prétendait être la plus belle, la plus importante, la plus utile. Elles se vantaient si fort que leurs querelles se firent entendre jusqu'au ciel. C'est alors que malgré une belle journée ensoleillée, un éclair d'une lumière aveuglante apparut dans le ciel. Accompagné de roulements de tonnerre, la pluie commença à tomber. Effrayées, toutes les couleurs se rapprochèrent l'une des autres pour chercher un abri pour se protéger contre cette surprenante tempête. La pluie prit alors parole. « Stupide créature qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l'autre, ne savez-vous pas que c'est le grand esprit qui vous a fait toutes, chacune, dans un but particulier, unique et différente. Ils aiment chacune de vous, il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains, il vous étendra à travers le ciel et un magnifique arc-en-ciel apparaîtra. » Non, mais c'est vrai que c'est cucu un peu, mais la morale est bonne. Vivez ensemble en paix, un signe d'espérance pour demain. Alors, ça serait fun que chaque fois qu'on regarde un arc-en-ciel, qu'on se rappelle... Faudrait qu'on s'en rappelle, là, attends une minute. Faudrait qu'on se rappelle de notre texte qu'on apporte pendant le samedi aussi. Dans le fond, c'est de nous allier les uns avec les autres pour une parfaite complémentarité. C'était tout. Puis je suis quétaine au point que j'ai amené du sucre à crème puis il va fondre. Fait que s'il y a du monde qui en veulent, prenez-en. Bonjour.
Ton nom? Marie-Soleil. Je viens de la ville de Québec et j'habite Montréal depuis presque 8 ans. J'ai connu les grands fêtes de la Saint-Jean et j'ai remarqué qu'une fois par année, les Québécois sont tous habillés en dreux, drapés de leur drapeau du Québec, la fleur de lys, ils sont fiers, ils boivent, ils fêtent. Mais après ça, quelques semaines après, la fierté, le patriotisme disparaît pour faire place à l'acceptation de la masse. Il nous faut vraiment raviver à chaque jour le patriotisme qui est une flamme qui ne doit jamais être éteindue, qui doit être toujours allumée. J'ai fait un test pour permettre justement à ce que le peuple québécois puisse rejoindre et puisse s'affirmer à des idéaux nobles et dire c'est à ça que nous voulons nous unir et protéger. J'ai fait un serment d'allégeance que vous allez trouver cucu. Non, mais... Il est bon. Il est bon, j'ai pris le temps de la composer, mais il nous faut la transmettre à chaque personne qui croit qui veut avoir un pays, qui veut avoir une république, une constitution, leur donner cet idéal, dire c'est ça que nous voulons. Moi, Marie-Soleil, je fais allégeance au drapeau du Québec, à la République et à la Constitution du Québec qui représente une nation de droit commun, libre et unie sous un même idéal de paix, d'amour, d'égalité et de fraternité. Je jure et je promets de protéger et de défendre la Constitution du Québec et la République contre toute menace intérieure et extérieure. Je promets de maintenir et de protéger les frontières québécoises contre toute menace ennemie. Que mes pères et que toute la nation québécoise me soutiennent et soient témoins de mon serment. Ce serment permet justement d'unir un peuple sous un même idéal. Ce que nous avons la difficulté, nous en tant que peuple québécois, c'est que nous nous divisons vis-à-vis de plusieurs idées, de plusieurs fondements, que ce soit séparatistes, indépendantistes, mais nous voulons la même chose. Nous voulons l'indépendance, nous voulons un pays, nous voulons une république et une constitution de droit commun où les gens seront vraiment protégés, où la langue française, nul ne pourra la contester devant les tribunaux et une constitution qui protégera vraiment chaque citoyen, qu'il soit immigrant, qu'il soit québécois de souche, qu'il soit vraiment inuit, à part évidemment les Anglais, dehors en Ontario. Beaucoup de gens m'ont dit, tu parles du passé, tu chiales, tu fais juste remuer de vieilles choses. Tu ne dis rien qui nous permettrait d'agir. Aujourd'hui, à matin, vers 4 heures du matin, j'ai réfléchi une stratégie et j'aimerais vous la transmettre. N'hésitez pas à dire à vos amis, faites-le, parce que c'est important de le faire. Il nous faut être solidaires. On peut briser une paille, mais quand tu mets 1000 pailles ensemble, tu ne peux pas briser les 1000 pailles. Il faut être unis ensemble. Ce qu'on devrait faire en ce jour, en cette année, dès maintenant, c'est de faire front commun en s'organisant une désobéissance civile, en organisant d'avance une grève généralisée d'une durée indéterminée. Je fais donc un appel à tous les indépendantistes, à tous les souverainistes, et à tous les travailleurs et étudiants et aux 49% qui ont voté oui au dernier référendum d'unir leurs forces, d'être solidaires des uns et des autres et de faire front commun et de faire une grève généralisée afin de démontrer à nos élus et au Canada et au reste du monde notre profonde et sincère volonté d'obtenir l'indépendance pour tout le peuple québécois sans exception. Je demande aux intéressés de commencer à préparer d'avance, de faire des provisions afin d'être capable de tenir aussi longtemps que notre voix et nos exigences ne soient pas entendues et respectées et obtenues par nos élus et du reste du Canada. Oui, ce que je vous demande a l'air drastique et fanatique, mais sachez mes frères québécois, bien des crises et bien des problèmes furent résolus pour ce genre de méthode extrémiste. Peu conventionnelles, je l'avoue, mais qui ont porté fruit. Tout dépend de nous et de notre volonté de faire, je l'espère, pour arriver à leur fin. Et certains conflits ont été réglés de cette façon. On regarde en France, ils ne se gênent pas de faire une grève généralisée pour leur salaire, pour avoir des avantages sociaux. Pourquoi nous, on devrait nous sentir coupables de dire « je ne travaille pas parce que j'ai pas ce que je veux ». La vérité, c'est ça. Vous dites sans doute qui est cette personne qui nous demande de faire ce genre de truc. Je suis comme vous, une Québécoise de souche,
qui en a assez de se taxer son salaire et sa paie de près à 50%, de payer des taxes éhontées et scandaleuses et de voir que l'argent est dépensé de façon honteuse et totalement scandaleuse par nos élus, par nos chefs. J'en ai assez de voir les 2/3 des enfants du Québec crever de faim et d'avoir juste 2 repas par jour. Oui, c'est la réalité aujourd'hui. Même Jean-Luc Mongrain pourrait vous le confirmer. Sans lui, là, les 2/3, ils crèveraient de faim. J'en ai assez de voir toutes ces femmes monoparentales vivre avec leurs enfants sous le seuil de la pauvreté, de se voir coupées par le BS et d'être en plus obligés de déclarer l'impôt leur pension alimentaire. C'est totalement injuste alors que les uns qui paient leur pension ont droit à avoir une déduction d'impôt parce qu'ils donnent une pension alimentaire. J'en ai assez de voir nos personnes mourir dans l'indignité et dans des conditions presque inhumaines, dans ces fameux mouroirs à petits vieux que j'appelle des clapiers. J'en ai assez de voir des gros criminels, des récidivistes, recevoir des sentences bonbons. J'en ai assez, je ne supporte plus, de voir nos ministres et nos élus devant nos richesses naturelles pour une poignée de cacahuètes. Si vous êtes une personne qui tout comme moi, en a assez, qui est désirée de tout votre cœur de véritablement changer les choses et qui inspirait de plus hauts idéaux, qu'au simple pragmatisme, vous ferez le bon choix et déciderez tout comme moi de faire front commun et de faire une grève généralisée dans toute la province du Québec. Cessons les jérémiades, le chialage et les lamentations à la Marie-Madeleine, car il est temps, il est de notre responsabilité à chacun d'agir. Ce que nous devons, ce que je vous demande est un devoir de collectivité et surtout un devoir moral à chacun d'entre nous. Chose qu'on a oublié de dire, c'est quoi un devoir moral? C'est notre responsabilité vis-à-vis de la collectivité. C'est voir un truc qui est totalement insensé, c'est se battre pour que ce truc insensé change, qu'il devienne meilleur. C'est de notre responsabilité, avec tous les moyens mis à notre disposition au niveau démocratique, de faire changer les choses. Et la grève généralisée est un de ces droits démocratiques, inaliénable à l'homme, à nous, peuple québécois, d'utiliser de manière adéquate. Ce que je vous ai proposé, c'est du concret. C'est à vous de l'utiliser, de prendre un choix éclairé et moral. Mais prenez le temps de réfléchir, non à court terme, mais à long terme, que si vous dites oui à ma suggestion, vous allez offrir un pays et un monde meilleur à vos enfants, et toujours avec les mêmes avantages sociaux. Je vous l'avoue, je serai sincère, faire la grève, ça ne sera pas facile. Vous serez jugé, pointé du doigt et critiqué par les gens, surtout par vos frères, par vos pères, par votre famille. Mais si vous tenez bon, vous pourrez vous vanter et vous sentir fier d'avoir tenu bon et tenu tête afin de pouvoir obtenir un pays, un monde meilleur, une meilleure qualité de vie, non seulement à vous, à vos enfants, mais aux futures générations québécoises qui naîtront enfin dans un pays libre et de droit commun. Et je terminerai. On vous demande pas, durant la grève, de manifester dans les rues. Restez chez vous, profitez, amusez-vous avec vos enfants, rapprochez-vous, faites des activités, mais n'allez pas travailler. Ensemble, nous vaincrons! Bravo! Bonjour, je vais être très bref. Mon nom c'est François Saint-Louis, je suis du Mouvement souverainiste du Québec. Juste pour vous faire une petite annonce que c'est vendredi prochain. Je vais vous passer des petits dépliants. Que le MSQ, on remet le prix Pierre Gaudreau au groupe Locas. Et je pense que ce serait bien que la salle soit pleine de monde parce qu'il y a des invités quand même de marque. Évidemment, Locas. Pierre Curzi, Jean-Martin Hansan, Catherine Dorion, Amélie Prévost, Eva Saïda, Hubert Lemay, Anthony Fortin, Maxime Girard, le groupe Minuit-5 et aussi un gars qui, je pense, ce serait bon qu'il soit le plus connu possible. Il vient de gagner le championnat mondial du slam. Les champions du monde du slam, c'est un Québécois, il s'appelle David Boudreau. Il va être là vendredi. Fait que, donc je pense que c'est pas trop cher, c'est 10 $ le billet. Ça commence à 7 h pile, pas à 8 h parce qu'il y a beaucoup de monde, comme je viens de vous nommer. Puis on veut pas que la soirée se termine à 11 h parce que vous savez qu'il y a de la boisson là-dedans. Ça fait que si les gens commencent à boire un peu, ils n'écoutent plus les derniers orateurs. Donc on demande aux gens d'arriver le plus tôt possible pour qu'on puisse commencer le plus tôt possible et terminer le plus tôt possible.
Fait que je vais vous laisser un dépliant. Les portes ouvrent à quelle heure? 6h30. Les portes vont être ouvertes à 6h30. Donc, j'ai Sophie Turcot qui est ici, puis juste à ma droite, et moi avoir des billets. Fait que c'est 10 $. Fait que si vous voulez avoir des billets, moi je pourrais pas rester trop longtemps cet après-midi, mais Sophie va être là. Puis si vous voulez acheter des billets, c'est 10 $. Merci. Ouais, c'est au Théâtre Plaza sur la rue Saint-Hubert, métro Beaubien. Les deux, fermant. Excusez. Moi, il me reste plus beaucoup de dépliants. Il me reste seulement ça. S'il y en a qui en veulent quelques-uns pour donner à des amis, si vous venez dans le laisser. Sophie va avoir un coup demain. Je te donne ça, c'est bon? S'il y en a qui en veulent plus, Les manteaux, ça dépend un peu si c'est bien. Travailler hier soir, je peux dormir un peu. Je travaille hier soir. Oui, c'est mon dernier soir. Un petit peu. On commence à développer. OK, on peut-tu accélérer? On va ma voix coucher. Est-ce qu'on est allé OK, tout le monde, ça continue. Vas-y. Et mon nom est Jean-Claude Sylvain-Gay. Et sur quoi je veux parler, c'est que l'actualité nous interpelle. Et c'est M. Legault qui a sorti sa plateforme sur la langue et la culture. Il a parlé également de l'immigration. L'immigration est une question très épineuse dans une société comme la nôtre. Une société aux prises avec le multiculturalisme, l'interculturalisme et d'autres et l'indépendance. C'est la question nationale. Et certains pensent même qu'il y a des questions nationales. Donc, M. Legault nous interpelle aujourd'hui. Il souhaite à ce moment-là réduire l'immigration pour 2 ans. D'autres veulent l'augmenter. Que faire? Alors, la question de l'immigration, effectivement, est une question vraiment cruciale pour le Québec, car on le sait, on fait moins d'enfants et certains disent qu'on a besoin de main-d'œuvre. Alors, regardons un peu plus près. Est-ce qu'il y a un avantage ou un inconvénient à l'immigration? Alors, cette question-là est un peu... On a à faire l'étude. Et elle a été faite. Elle a été faite par certains, M. Dubreuil et son collègue. Je ne me rappelle plus de son nom. Et je pense que c'est Sabourin-Dubreuil, je ne me trompe pas. Ils ont fait une étude sur les coûts de l'immigration. Savoir est-ce que c'est un avantage ou, à ce moment-là, un plus ou un moins. Et ça, on revient à la conclusion que souvent, c'est un moins. La conclusion est assez curieuse. Un moins, plus. Simplement que les questions pour immigrer, la question de l'immigration est une question qu'il faut revoir à ce moment-là sous l'effet de l'État. Il ne faut pas s'égarer de 55 000 actuellement. Le Québec reçoit des immigrants. Donc 45 000 pour M. Legault. Alors la question que nous devons nous poser, c'est que voulons-nous faire? Que voulons-nous faire avec l'immigration? Eh bien, il faut tenir compte aussi, il y a 2 choses. Le Québec ne contrôle que une partie de l'immigration. La partie économique. La partie économique, celle de gens qui arrivent de partout pour venir travailler ici, qui ont des compétences. Ils arrivent ici, ils n'ont pas de compétences pour le marché. Cette compétence est la connaissance de l'anglais. Beaucoup de gens sont des immigrants francophones, surtout dans le marché du travail, où on demande l'anglais comme langue de travail. Alors que le Québec est un État français.
de langue française. Mais ce n'est pas respecté. Pourquoi? Nos entreprises sont devenues des succursales de Toronto. La pression de Toronto est énorme, la pression de l'Amérique du Nord également. Cette pression s'abat sur nos entreprises et nous pose à ce moment-là un défi. La coercition ou à ce moment-là davantage. Une réflexion, donc des avantages, subventions, de vraiment mettre les cartes sur table. Souvent, on ne le fait pas. Et le gouvernement actuel ne le fait pas. Il n'a pas intérêt. Son intérêt n'est pas là. Son intérêt, c'est de donner un milieu propice aux entreprises pour se développer. Et pour se développer, les entreprises ont besoin de quoi? De main-d'œuvre. De main-d'œuvre compétente. Et la main-d'œuvre compétente doit être, évidemment, une main-d'œuvre qui a la connaissance de l'anglais. Et la Chambre de commerce et d'autres organismes ont poussé cette idée d'avoir plus d'immigration, une immigration qui connaît évidemment la langue anglaise pour être donc au service de l'entreprise, qui soit donc compétente, qui respecte à ce moment-là les besoins de ces entreprises, qui ont tout intérêt, avantage à augmenter le niveau d'immigration. Pour faire quoi? Mettre une pression sur les salaires, pour désolidariser l'ensemble de la société. Car lorsque vous êtes immigrant, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de prendre conscience des enjeux sociaux d'une société. Car ce que vous devez faire, c'est de survivre, d'apprendre un nouveau milieu, de vous intégrer à un nouveau milieu, d'apprendre à vivre ici, connaître le sens des repères. Alors vous avez tout un ensemble de défis à relever. Donc les questions sociales de cette société est un peu loin derrière. Elle va vous rejoindre peut-être dans quelques années, mais loin derrière. Certains vont être conscientisés de par leur expérience dans leur propre pays. Et ici, vous arrivez dans une société où, à ce moment-là, le défi est de créer un esprit ou une solidarité. Je ne parle pas de Québec solidaire, bien sûr. Je parle d'une société solidaire, une société qui a vraiment les défis à relever. Les défis du 21e siècle. Les défis de la mondialisation, les défis donc qui sont les siennes. Celles de la dénatalité, la dénationalisation, perte de repères, individualisme exacerbé, une société qui se cherche. Nous avons vu, il y a plein de mouvements qui naissent à gauche et à droite, qui interpellent la population, qui lui demandent de se poser des questions. Alors que les gens peut-être se posent toujours les mêmes questions, mais différemment, peut-être sur d'autres angles. Ils appellent à l'aide. Peut-être sommes-nous sourds à cet appel. Malheureusement, il y a deux Québec qui se forment. Québec qui se dit moderne, branché. Il y a un Québec qui souhaite peut-être revenir à des valeurs plus traditionnelles, valeurs communautaires, des valeurs plus près de ses racines, qui lui pose à ce moment-là un défi face à ce monde moderne qui l'interpelle. Ce n'est pas un rejet de la modernité, c'est simplement un rejet exacerbé de toute cette avancée, de cette façon de vouloir l'avenir comme étant non équivoque. Vous n'avez pas le choix. Vous devez rentrer dans le moule. Sans ça, point de salut. Ou sinon, vous êtes un radical. Comme M. Charest ose le dire, à tous ceux qui se lancent dans un discours contre ces idées d'investir, de laisser le champ libre à les investisseurs de piller nos ressources naturelles. Vous êtes un radical. De vouloir une société française, ici au Québec, vous êtes un radical. Et oui, d'ailleurs, M. Legault est maintenant un radical. Et le CAQ, ils sont des radicaux. Ah, quelle bonne nouvelle. Vous êtes à droite, vous êtes un radical. Vous êtes à gauche, vous êtes aussi un radical.
La seule manière de ne pas être radical, c'est d'être libéral. Le chum à Desmarais. Et d'être un ami de Desmarais, bien sûr. Et là, vous êtes dans les bonnes grâces du Seigneur. Alléluia! Amen. Comme dirait l'autre. Eh bien, oui. Ce projet, c'est un projet à long terme. C'est un projet qui demande une vision. Alors, M. Legault, bien sûr, un mandat ne suffit pas pour faire une transformation sociale, créer une révolution tranquille, une refonte de la société. C'est un mandat à long terme. C'est un mandat qui doit se transmettre. Et se transmettre comment? Eh bien, simplement par une constitution du Québec souverain. Par des institutions qui sont à refonder. Certes, nous sommes dans le régime parlementaire britannique. Nous ne devons pas oublier les avantages, mais aussi les inconvénients, les faiblesses de ce système, qui a été fait principalement pour des gens de l'élite, de la haute bourgeoisie, et non pas un système qui répond aux besoins du peuple, pour le peuple et par le peuple. D'ailleurs, le peuple ne s'est jamais prononcé sur la Constitution canadienne, et quand il l'a fait, sous des amendements, comme lors de Charlottetown, mais il l'a rejeté. Et lorsqu'on lui a imposé une constitution au Québec, bien, cette constitution, eh bien, tous les gouvernements l'ont refusée. Alors, nous sommes dans un cul-de-sac, nous sommes à la croisée des chemins, et c'est cela que l'avenir nous appelle. Et l'immigrant qui arrive ici est très loin de ces questions. Très, très loin. Alors, sur le fait de n'avoir moins ou n'avoir plus, il faut simplement dire la vérité au moment où ils doivent arriver ici. Ne pas leur compter fleurette, ne pas leur dresser un beau tableau merveilleux, un rêve québécois, un rêve canadien, nord-américain de fortune et de liberté. Certes, il y a la liberté individuelle ici. Vous pouvez tous réussir en vous donnant la peine, évidemment, de travailler, en obéissant au régime, bien sûr, en ne causant pas de vagues, en étant peut-être moins enclin aux syndicats, prêts à travailler des heures, des 40, 50, 60, 70 heures, 80 heures, en couvrant 2 emplois, en obéissant au régime, aux employeurs. Oui, certes, il faut obéir quand même, pas obéir, dans le sens que il faut s'entendre. Une société qui doit se développer doit avoir 2 choses. Une tête qui doit avoir agir par liberté responsable, c'est-à-dire une liberté qui tient compte des autres, et le travailleur doit aussi être respecter tout simplement le fait de bien travailler, d'accomplir son travail de façon à être bien rémunéré, mais aussi respecter ses droits et les connaître. Et lorsqu'on arrive ici, alors connaître ses droits, c'est un processus qui peut être qui est plus long et doit demander un travail. Alors, créer le bien commun dans cette situation est très difficile. Alors, le fait de leur dire la vérité va certainement réduire le niveau d'immigration de façon naturelle, de façon normale. Et ce sera peut-être salutaire pour la société, qui a peut-être moins à payer pour un développement des infrastructures, qui pourra intégrer de façon humaine ces nouveaux arrivants qui demandent simplement qu'à avoir eux aussi une place au soleil. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie Turcot, c'est pour revenir sur l'immigration. Je vais donner quelques exemples de faits que j'ai vus de mes yeux vus par rapport à la mauvaise intégrité qui se fait quand ils arrivent au Québec. Je travaillais à l'école, j'étais intervenante à l'aide aux devoirs, des nouveaux arrivants qui viennent d'Afrique, mais d'un coin de l'Afrique où il n'y a aucune éducation, ils ne savaient même pas que le papier venait des arbres, juste pour vous dire.
Donc, ils ne connaissaient pas la description, là, les forêts, océans et tout ça, c'était niette. Ils jouaient au soccer avec des coups de pied, donc ils sont arrivés en plein hiver, en gougoune, avec des shorts. Et, dans le fond, ce que l'on leur a dit, c'est que c'est obligatoire d'aller à l'école pour les enfants. Mais aucunement question que vous êtes en saison hivernale, il vous faut un manteau d'hiver, des bottes d'hiver. Donc, ils sont arrivés en gougoune, en short, en t-shirt. La maman est enceinte d'à peu près comme 8 mois et demi en gougoune, dans sludge, j'étais comme pathétique. Puis, ils sont arrivés dans une école régulière, aucun service d'accueil pour les enfants, qui sont complètement déroutés. Ce que ça a donné, c'est un échec. Écoute, ils n'ont pas réussi leur année scolaire. C'était trop lourd pour eux. Ils sont redéménagés dans un autre quartier où, dans le fond, ça va être à recommencer parce qu'il n'y aura pas plus d'intégration faite dans ce quartier-là non plus. Autre exemple, là, je suis désolée, ça peut choquer des gens. Je suis sur la Plaza Saint-Hubert, je suis en train de marcher. Je vois un couple hindou, et je suis pas raciste du tout, là. Je vois un couple hindou avec leur enfant. Puis, sur la Plaza Saint-Hubert, t'as comme des arbres avec des rondes dans les trottoirs. Ils ont fait uriner leur fille devant tout le monde, dans un trou dans le trottoir, parce que, pourquoi? Ils savent pas qu'il y a des toilettes publiques dans les restaurants, ils sont pas au courant de rien. Moi, je les approche pour leur dire, ben là, qu'est-ce que vous faites? Puis je suis la seule sur à peu près 30 personnes à avoir réagi, c'est déjà un problème. Je suis la seule à avoir été les voir et dire, qu'est-ce que vous faites? Il y a des toilettes, mais ils n'ont rien compris ce que j'ai dit, évidemment, ils ne parlaient pas français. Autre exemple flagrant, ben, en tout cas qui m'a choqué, moi, sur la plaza encore, il y a une femme avec son burqa, elle se promène avec ses 2 enfants qui jettent leur truc à jus, leur truc de McDo, c'est comme tout par terre, t'sais, chaque fois qu'ils faisaient, ils jetaient quelque chose. T'sais. Je vais la voir, je dis non, c'est dans les poubelles qu'il faut, mais pas moi, mon copain, c'est on la voir, il faut jeter dans la poubelle, puis aucune compréhension, elle comprend pas le français, il y a eu aucune communication qui a été faite. Puis hier, ça m'a choqué énormément, j'ai vu 3 femmes portant le burqa, avec un petit garçon d'à peu près 2 ans, habillé complètement en armée, avec son jouet de fusil en plastique. J'avais le goût de pleurer. J'étais comme, mais voyons donc, ça se peut pas que sur nos rues, à Montréal, il y ait des gens qui sont tellement mal intégrés, justement, qu'il n'y a pas de déconnexion quand ils arrivent ici, puis qu'il y a une connexion, justement, qui se fait sur la nouvelle façon, la nouvelle possibilité qu'ils ont d'être libres, puis de, justement, comme penser et vivre autrement. Donc, je souhaite que c'était toutes des gens qui venaient juste d'arriver, que ça faisait pas des années qu'ils étaient là et qu'il n'y avait eu aucun contact justement avec personne au point qu'ils ne savent pas trop comment vivre dans la liberté, dans le respect qu'on a ici. Mais effectivement, il y a un très très gros problème d'intégration au Québec. C'est important de le régler. C'est vrai. On va pas dire bravo, là, mais c'est vrai. Tirer la forme. Je m'appelle Thierry Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont quelque chose à lire ou à dire ou à... Ça va, je suis cadré. Ou à raconter une ou à raconter ou à faire, parce que sinon je vais intervenir, penser qu'on peut fermer peut-être la vigile d'aujourd'hui. Mais s'il y a des gens qui veulent intervenir, c'est le moment. Donc, si vous voulez dire quelque chose ou venir lire quelque chose, oui. Peut-être quelques... OK. Bon, Frédéric Pajot. Moi, je vais vous dire, moi récemment, une affaire qui m'avait comme un peu choqué, puis je trouve que ça fait réagir du monde un peu, mais peut-être pas assez. Ça a peut-être pas fait assez réagir les gens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire. C'était une professeure qui était dans une école à Montréal. Puis, en tout cas, tout allait bien jusqu'à temps qu'à un moment donné, quand ça a été le temps de renouveler son contrat, là, elle n'a pas été renouvelée. Fait que là, elle s'est mise à enquêter parce qu'elle avait eu des compliments, tout allait bien. Là, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a été... Ben, ils n'ont pas renouvelé son contrat parce qu'elle avait eu des plaintes que les gens n'aimaient pas son accent. La madame, elle venait du lac Saint-Jean. Moi, c'est un gros problème que j'ai parce que, d'ailleurs, cette semaine, il y avait une émission à Isabelle Maréchal là-dessus. Puis là, comment qu'elle a comme traité de la question,
Mais je m'excuse, mais c'est pas question de racisme, mais c'était encore de langue des immigrants. Ah, leur accent, il est méprisé, puis tout. C'était pas ça, là, la question, là. C'est un accent québécois qui est méprisé au Québec. Ça me semble, ça marche pas, là. Il y a un gros problème qu'il y a ici, dans le fond, c'est pas nécessairement les immigrants ou quelque chose comme ça, c'est la peur des gens de s'affirmer. On dirait que, tu sais, on a peur de dire qui qu'on est, on a peur de, je sais pas, là, de choquer. Là, on dirait que c'est comme plus ancré peut-être depuis la fameuse phrase de Parizeau qui est en passant mal interprétée parce que les faits y ont donné raison. Là. Je m'excuse aux gens là, que ça peut peut-être choquer, là, mais il avait jamais dit du vote ethnique, il avait dit des votes ethniques. Puis ça avait été confirmé à la commission Gomery qu'il avait fait rentrer plein d'immigrants, il avait engagé des juges 24 heures sur 24 pour qu'ils puissent aller voter, puis tout ça. Fait que là, c'était des faits, là, puis l'argent, ben, on a-tu besoin de le mentionner? Bon, mais ça avait comme choqué, puis depuis ce temps-là, le PQ, il avait complètement quitté cette avenue-là, là, le nationalisme, entre guillemets, ethnique, là, qu'on pourrait dire, qui est tellement, c'est le démon, là, évidemment. Mais ça, je pense que c'est ce qui avait fait que Mario Dumont avait été populaire à un certain moment donné, jusqu'à temps qu'au vote du budget, il aille rencontrer une certaine communauté à Montréal. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était pendant le vote du budget, carrément à Québec. Là. Lui, il était à Montréal, en rencontrant une certaine communauté juive, pour ne pas la nommer. Puis après ça, ben c'est drôle, mais Mario Dumont, il n'a plus jamais reparlé des affaires ethniques et tout ça, puis ça lui a donné la dégelée qu'on a connue après. Moi, je pense, parce que moi, tu sais, je veux dire, je suis indépendantiste, mais je suis aussi pour la défense de mon peuple, de ma culture, de mon histoire. Puis je trouvais que le PQ, il avait quitté ce terreau-là, tu sais, le nationalisme ethnique, entre guillemets, depuis Paris. Fait que là, moi, j'avais été sympathique jusqu'à temps que là, je voyais cette rencontre-là, puis je savais qu'est-ce que ça allait donner par la suite. Fait que, moi, je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on a peur de s'affirmer nous-mêmes. Moi, je peux vous dire que j'ai été dans certaines classes avec des immigrants, puis il y en a beaucoup, tu sais, qui me demandaient, en plus, je trouvais ça drôle, t'es-tu un vrai Québécois, genre, des immigrants qui me demandaient ça, là. Tu sais, en voulant dire, tu viens-tu vraiment du Québec, t'es-tu natif, t'es-tu un de souche, OK? Bon, ça le dérange pas, c'est eux qui me demandaient ça comme ça, genre, OK? Fait que, il y en a qui m'ont dit, il y a beaucoup de... Une des choses qu'on reproche, dans le fond, aux Québécois, c'est pas que vous voulez pas comment nous intégrer ou quelque chose comme ça, c'est que vous êtes mou, on sait pas où qu'on doit se situer, genre. Tu sais, vous tenez pas debout dans le sens qu'il n'y a pas de voie claire. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants là, qui respectent ça, là, les peuples qui se tiennent debout. Là. Mais les peuples là, qui se mettent à genoux, ben c'est plate, là, mais il y a pas grand, ça attire pas beaucoup le respect. Fait que on devrait arrêter d'avoir peur de ça, de s'affirmer. Puis justement, par rapport aux politiques d'immigration, c'était intéressant ce que tu disais, mais je sais pas si tu te rappelais, c'était le vérificateur général, Renaud Lachance, il avait fait un rapport là-dessus. Il disait qu'entre 2006 et 2008, il y avait seulement 9%, okay, je répète, 9% de la main-d'œuvre qui correspondait à ce que nous avions besoin comme main-d'œuvre. 9%. Ça laisse quoi, là? 91% du reste qui correspondait pas à ce qu'on a de besoin. C'est bien une valeur, c'est bien beau là, de faire venir des historiens d'Afrique ou quelque chose comme ça. Mais si on n'en a pas besoin ici, c'est bon pour eux autres, c'est bon pour nous. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai de la misère aussi. Il faut se décrisper de ce discours-là. Il faut arrêter que quand on critique l'immigration, on est absolument des méchants. Moi, au contraire, moi, je critique pas les immigrants, je critique les politiques d'immigration. Puis le mensonge qu'on leur vend, vous allez travailler ici, vous allez avoir un meilleur salaire que chez vous, tout va aller bien, blabla. Hey, c'est de la bullshit, là. T'as les ordres professionnels, t'as beaucoup de problèmes aussi qui sont arrivés à cause de certains hurluberlus, ok, c'est certain, mais ça fait rien, qui sont arrivés dans des entreprises qui demandaient on peut savoir un local de prière, on peut savoir ci, on peut savoir ça. Tout est un employeur, là. C'est pas question juste de discrimination, là, OK? Côté pratico-pratique, OK? As-tu le goût d'être obligé de faire une salle, d'aménager une salle spéciale pour que les gens y aillent prier à chaque heure, je sais pas trop? As-tu le goût pratiquement, là? Pas question de racisme, as-tu le goût d'être obligé de faire ça?
Bon, il y a encore cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y en a qui ça, c'est pas non plus une question de racisme, mais c'est encore, ça fait de la discrimination, mais à l'envers. Il y avait des congés, dans le fond, qui étaient permis à des musulmans pour la fin du ramadan. On a dessus plus de congés, puis toutes nous autres, là, vous allez me dire, nous autres, on va baser sa chrétienté. Ben oui, mais c'est notre histoire, c'est notre culture, ça fait partie de nous autres. Mais là, on va-tu commencer à donner des congés pour toutes les fêtes de tout le monde? On va arranger ça comment, là? Ben, c'est ça, là, il n'y a plus personne qui va travailler, ça va prendre des suppléants toujours, les jeunes n'auront plus de continuité de professeur. Tu sais, c'est toutes des choses qu'à un moment donné, faut penser, c'est pas juste c'est pas une question de racisme, ça, là, se poser des questions comme ça, c'est pratico-pratique. Tu sais, puis quand on pose ces questions-là, c'est comme, là, ils font venir plein d'immigrants. Je m'excuse, là, mais aux États-Unis, hein, ça va très bien, l'économie, hein. La création d'emplois, là, ce mois-ci, zéro point barre, zéro. Fait que, quand nous autres, là, il se passe de quoi aux États-Unis, hein, on dit toujours, les États-Unis attrapent la grippe, nous autres, on tous, hein. Bon, ben, à un moment donné, ça va avoir des répercussions chez nous aussi. Fait que c'est peut-être une bonne question à se poser. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'immigrants dans l'éventualité d'une possible double récession, là, une récession à W, là, qu'ils appellent, là? Parce que là, ça va pas bien, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des questions qu'on dirait qu'on peut plus se poser. Puis là-dessus, il y avait des chercheurs qui ont écrit un livre qui était intéressant là-dessus. C'était l'immigration, un remède imaginaire. Oui, mais c'était ça. Qui voulait remettre le discours de l'immigration, dans le fond, sur des bases purement factuelles. Pour arrêter d'être dans le politiquement correct, là, ça porte un plus, la diversité, blablabla, tu sais, les lieux communs là, qu'on entend tout le temps. Bon, mais, tu sais, je veux dire, c'est comme je dis, les immigrants qui se font venir ici, en se faisant propre un club d'air, qui se retrouvent chauffeur de taxi quand il y avait, mettons, un diplôme en chimie nucléaire, je vous donne un exemple comme ça. Ben, moi, je pense pas qu'ils vont être heureux. Je pense que ça peut être, à terme, générateur de problèmes sociaux. Et à quelque part, moi, je ne les en voudrais pas, vous comprenez? Parce que je vais le comprendre. Mais en même temps, c'est qu'on peut peut-être s'arranger pour pas que ça arrive. Mais c'est de le voir venir. Mais on ne peut pas parler de ces questions-là, parce qu'aussitôt qu'on en parle, on est un raciste. Ça, là, faut que ça arrête. C'est un radical, monsieur. Oui, ben c'est ça. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment arrêter avec ces discours, arrêter d'embarquer dans le politiquement correct et tout. Je pense que c'est un des bons combats à mener pour à peu près tous les dossiers, dans le fond, c'est là-dessus. En tout cas, ben, je vous laisse là-dessus, puis je me demande juste si ça avait été, comme je disais au début de mon discours, une immigrante qui s'était fait mettre dehors à cause que son accent, mettons, français ou africain avait pas plu. Je pense que dans les médias, on en aurait entendu beaucoup plus parler, les gens seraient beaucoup plus indignés. Mais là, ça vient du Québec, puis presque rien. Fait que, à quelque part, ça m'inquiète. Fait que c'est ça. Je me demandais, on pose beaucoup de questions sur les immigrants dans les médias. Ça, moi, je me pose beaucoup de questions sur la représentation des gens des régions dans les médias. Moi, je viens de Québec, puis c'est drôle, on entend souvent parler de cette question-là, la sous-représentativité des gens des régions, des immigrants dans les médias. Mais je pense qu'il y a plus de gens d'immigrants dans les médias que de gens des régions, ou en tout cas qu'on leur permet de garder leur accent. Juste à regarder à Radio-Canada, on demande à toutes les personnes de toutes les régions de gommer leur accent. Moi, je m'excuse, je trouve ça beau, les accents. Fait qu'on devrait les garder, puis on devrait être fiers de ça. C'est Ce qu'il a dit au niveau de l'immigration, c'est un problème. J'ai rencontré des immigrants qui disaient pourquoi vous voulez devenir indépendants? Des Algériens, des Marocains, des Suisses, des Français. Là, j'ai dit, puis d'autres étrangers, j'ai dit, parce qu'on veut être souverain, on est tannés, nous autres, de donner la moitié de notre salaire au Canada, qui s'en va vers la reine. Puis 60% du revenu brut du Québec aide à fournir et à garder le Canada en vie. Si au moins pour toute l'appropriation, on serait plus pauvres, on vivrait plus comme des quêteux, on serait légèrement plus riches. Tu sais, moi, je leur dis, c'est pour telle raison, parce que je connais mon histoire, je raconte mon histoire, on a vécu telle affaire avec autant des Canadiens anglais, qui nous ont fait vivre, qui nous ont fait endurer.
Ah ouais, nous autres, on a vécu la même affaire de la part des Français. Tu sais, les Algériens, on a été colonisés par les Français, on vivait la même chose. Là, on arrive à vous comprendre. Mais tant que longtemps, on n'arrivera pas à être fiers de notre passé, de nos échecs et de nos réussites. Pas juste de nos réussites, aussi de nos échecs. Puis dire pourquoi on veut être indépendant. C'est sûr, les immigrants ils vont penser qu'on est des Canadiens, là. Mais on n'est pas Canadiens, on est juste Québécois. Puis ça, il faut faire la différence. Le Canada a été créé par des Anglo-Saxons. Nous autres, nos ancêtres, c'était des Celtes, des Gaulois puis des Francs. Il y a une différence entre les deux. Entre les Celtes, les Gaulois puis les Francs, on a toujours fait la paix avec notre entourage, puis on a fait des paix calculées, alors que les Anglo-Saxons, ils arrivaient dans un pays, ils mettaient le feu et ils mettaient le pays à feu et à sang. C'est ça la différence. Moi, ce que j'ai remarqué, là, tu parles de la ville de Québec, je viens de la ville de Lévis. J'ai donné mon nom pour être boire. On m'a demandé, m'a exigé que je sois bilingue pour ramasser des vidanges. Il n'y a pas un calice d'anglais à la ville de Lévis. Avec qui parler? Hey, do you feel, Monsieur Garbage? Ça n'a pas d'allure. Tu sais, dis-moi, mais il faut comprendre les manettes. Up, c'est haut, down, c'est bas. Qu'est-ce que tu peux avoir plus que ça? Si faut être niaiseux. Tu sais, maintenant, là, on est trop anglicisés, on se laisse vraiment dire, ben regarde, moi j'ai été engagé par des Québécois, ils disaient, es-tu bilingue? Non. Ben, c'est une entreprise totalement québécoise francophone. J'allais travailler chez les Juifs, chez les Grecs, pas de trouche, j'étais française, ils me demandaient même pas si j'étais bilingue, j'étais engagé côté restauration, service aux tables, parce que je répondais à une clientèle. Pourquoi le Québécois typique, il fait ce qu'on appelle, comme tu dis, là, l'affaire négative, là. Hein? Québec bashing. Non, mais tu sais, au niveau de l'immigration, c'est une discrimination quasiment négative. Parce que, oui, t'es pas bilingue, je t'engage pas. Puis un étranger qui est un calice d'arabe ou, excuse-moi l'expression, un juif ou un grec qui te voit, t'es français, pas super, tu vas répondre à une clientèle quand même. Puis si t'as de la misère, tu demanderas à quelqu'un d'autre de répondre à ta place. Pourquoi le Québécois demande à ses propres compatriotes et carrément anglophone, ce n'est que c'est un colonisé, un vendu, qui est même pas fier de ses racines. Moi, je voulais juste dire ça. Côté aussi immigration, s'il empêche les francophones de venir ici, il veut plus que le français puisse continuer. Il veut l'effacer pour mettre l'anglicisation, bilinguisme, le mandarin, tout ce que tu veux, sauf le français. Il veut l'éliminer. Ça, c'était carrément une idée au départ depuis la conquête des Anglais. Ils ne veulent plus de français en Amérique du Nord. Regardez ce qui s'est passé en Acadie. Ils se sont pas gênés, les déportés. Regardez Nouvelle-Orléans, là. Il y a des descendants de souche française qui parlent même plus français, à part Zachary Richard. À part lui, le reste, les gens qui ont 30 ans ne savent même plus parler français. Donc, à un moment donné, il faut être fier de sa langue, il faut être fier de sa culture, puis il faut mettre carrément à l'école une culture vraiment établie sur l'histoire du peuple québécois. L'histoire du peuple québécois est arrivée en 1534. Elle existe depuis 2000 ans. On a combattu les Romains, on a créé la Gaule, on a créé la France. Maintenant, c'est à nous autres de créer une nation libre. Merci. Bravo, bravo. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou tout le monde a dit ce qu'il avait à dire? Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Bon, allez-y. Je présente la parole. Ratez pas votre Ouais, mon nom c'est Denis Raté. Je suis correct, je suis bien ennuyé dans la affaire. Je voulais juste souligner, on a participé à la manifestation qu'il y avait eu à Lionel Groulx, où ce que les anglophones qui étaient contre la loi 101 étaient venus manifester en disant qu'ils étaient donc mal pris au Québec avec la loi 101. Et moi, qu'est-ce que je pense, c'est que c'est la minorité probablement la mieux traitée au monde ici, avec leurs deux universités, McGill, Concordia, etc., etc. Ouais, il y en a 3, ça. Puis tous les hôpitaux. Je pense que depuis 96, à Montréal, on est vraiment en minorité. Puis, qu'est-ce qui était le fun, c'est que les échanges se sont tous faits en français. On les a emmenés sur notre terrain. Et je leur ai posé la question, est-ce que l'anglais est une langue menacée en Amérique du Nord? C'est dur de répondre oui à ça, quand on sait qu'on est entouré dans une mer d'anglophones, puis qu'ils ont tous les droits ici, et ils viennent se permettre de cracher sur la loi 101. Fait qu'on était une quarantaine, eux autres, ils étaient à peu près 6.
Puis le hasard a fait qu'en sortant du métro, j'ai rencontré un immigrant qui était là puis qui me dit c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe ici? Là, j'ai expliqué ça. J'ai dit c'est les anglophones qui sont contre la loi 101 puis tout ça. Puis là, j'ai dit nous autres, on vient manifester parce qu'on est pour la loi 101. Le Québec est en perte de vitesse, surtout Montréal et les environs. C'est épouvantable comment que ça s'anglicise de façon galopante. À Laval, à Brossard, tout partout, c'est l'enfer. C'est rendu que tu te fais regarder de travers quand tu rentres dans les commerces, tu t'exiges de te faire servir en français. C'est toi qui est pas correct, tu sais. Ça fait que le gars qui était fraîchement arrivé, l'immigrant, il dit, ben moi je suis pour ça, la loi 101. Il dit, c'est grâce à ça que j'ai appris le français. Ça fait qu'on l'a invité à aller parler devant la caméra, puis d'aller leur parler, puis pour leur dire que lui, il était bien content de ça. Puis ça a été une expérience formidable. Parce qu'à tous les coups qu'on se grouille le cul, qu'on se lève de chez nous, puis qu'on fait un petit geste, juste pour notre langue, pour notre culture, pour nous autres, pour notre pays, on en retourne chez nous avec un sentiment de fierté. Et moi, je trouve ça de valeur parce que j'ai participé à toutes les manifestations. À partir du Bill 22, Bill 63, j'étais là à la première heure. J'avais 16 ans. J'étais déjà militant. Puis je trouve ça plate aujourd'hui qu'on ne soit pas 10 000 ici, tu sais. Je trouve ça plate aussi que j'espère que ça va être full à cette petite affaire-là. Que l'avenir du Québec intéresse les Québécois. Que tu viennes de n'importe où. C'est ça qu'il disait Falardeau. Puis moi, je suis d'accord avec lui. On s'en fout que tu viennes de la Grèce, de l'Italie. Qu'est-ce qui me dérange, c'est quand ils sont ici depuis 4 générations puis ils sont pas capables de dire bonjour. Ils sont juste capables de dire hi. Ça me fait chier de rentrer dans un restaurant grec puis de voir un drapeau du Canada puis un drapeau grec puis il n'y a pas de drapeau du Québec. Ça me fait chier. Mais le reste, là, que tu viennes de n'importe où, on s'en calisse. On veut savoir où est-ce que tu t'en vas. C'est ça qui nous intéresse. Fait que, si c'est possible, emmenez du monde avec vous autres. Que la prochaine vigile, qu'on soit le double, puis que l'autre d'après, on soit le double encore, que ça grossisse le mouvement de sensibilisation, de dire notre avenir nous appartient. Moi, j'ai écrit un article cette semaine que j'ai publié dans Facebook. J'ai intitulé ça « Le Québec, prisonnier politique ». Puis je m'explique là-dessus. Depuis qu'on a eu les preuves en 2003 qu'on s'est fait voler notre pays. On se l'est fait voler, notre pays. C'est pas compliqué. Il y a 210 000 noms qui ont voté, qui n'ont jamais été capables de retrouver la provenance de ce monde-là. Puis on l'a perdu par une fraction du vote. T'sais. On se l'est fait vraiment voler. Puis il n'y a personne qui se soulève, il n'y a personne qui dit rien. Tout le monde est écrasé. Calice, on est en train de disparaître à petit feu. Puis moi, là, si je veux être capable de continuer à me regarder dans le miroir, faut pas que je fasse juste lire des pages de Facebook où ce qu'on essaie de se convaincre entre nous autres. Faut que je sois capable de me lever debout puis de sentir que j'ai du monde en arrière de moi puis qu'on veut faire de quoi pour faire avancer la cause. Notre libération est entre nos mains. C'est à nous autres à se lever debout puis à emmener d'autres mondes avec nous autres. Merci. Bravo! Bravo! Bon, quelqu'un d'autre? Dernier. Okay. Pas trop long. Oh, pas trop long. Alors, ben Legault, on parlerait de Legault un peu. Legault propose que l'Office de la langue française fasse le travail pour nous. Hein. Ils ont beaucoup de moyens, avec les mêmes moyens, avec il faut qu'ils prennent de responsabilités, était dit dans le journal. Alors que l'Office national, l'Office de la langue française a évidemment a eu des coupures draconiennes. Son ministre responsable ou irresponsable il donne vraiment pas. Il parle en termes de la loi 101 comme étant l'intégration multiculturelle, interculturelle. Donc, c'est donc beau l'effort qui a été fait pour franciser, puis il y a de plus de français que jamais. Alors que nous rencontrons dans la réalité que c'est pas vrai. L'anglais, c'est pas une question d'être contre l'anglais,
simplement d'être pour le français. Hey, on est de chez nous, ici, puis on veut pas que la maison ait la couleur qu'on veut. Hein? Si on veut qu'elle soit bleue, ben c'est notre droit de vouloir qu'elle soit bleue. Si on voudrait qu'elle soit rouge, la maison, ben on voudrait que la maison soit rouge. Ben non, nous on veut que la maison soit bleue, mais il y en a du monde qui veut qu'elle soit rouge, puis on va nous l'imposer. Puis on vous dit, non, c'est pas correct, vous la voulez bleue, mais c'est pas correct, vous êtes des racistes, nous on la veut rouge, puis on la veut multicolore aussi. C'est ça qu'on veut. Et ben, c'est ça qu'ils veulent pour nous. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut qu'elle soit bleue, avec des fois de la couleur, là, un peu partout. Hein? Mais on veut surtout qu'elle soit bleue. Et quand on dit qu'elle va bleue, ben, on est des radicales. Hein? Et on donne pas les moyens à notre Office de la langue française, des moyens coercitifs, mais des moyens aussi positifs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, c'est simple. Organiser un concours de francisation. Hein, pour des organismes qui, avant, avaient une bannière de langue anglaise, ben, faites une traduction ou une refonte, réécrivez votre raison sociale en français, puis ayez des concours. 1 million, hein, c'est gros, ou une exemption d'impôt, ou tout simplement une campagne publicitaire pour celui qui a trouvé le plus beau nom pour son entreprise, qui le représente le plus. Ça peut être ça. Puis si les gens veulent rien entendre, rien savoir, ben là, c'est la coercition. C'est la carotte, puis après ça, c'est le bâton. Mais prenons en main l'État, et c'est par des gestes d'État. C'est pas par des grands... Le rêve ou le revivre, le grand soir, qui va nous faire notre pays. C'est par des gestes d'État, des gestes d'affirmation de l'ensemble de la population qui fait la différence. Ici, on est arrivé à ce qui commence. Et ce qui commence doit un jour se terminer par la victoire. Merci. Bravo. Bon, quelqu'un d'autre? Dernière chance? Je vais faire OK. Yann Mathieu, je vais faire un point d'information pour mon ami qui a parlé de l'école où il y a eu... oui, c'est bon. Je vais faire un point d'information. Approchez-vous, monsieur. Okay. Il y a une chaise, là. OK. Sur le point qui est abordé par notre ami ici, c'est l'école qui a congédié une enseignante parce qu'elle avait un accent. Cette école-là, située sur la rue de Gaspé, près de Laurier, sur le plateau Mont-Royal. Ça donne que je suis né sur le plateau Mont-Royal. Je suis un autochtone du plateau Mont-Royal. Et mes enfants ont été à l'école Laurier, au coin de Laurier et Saint-Hubert. C'est à quelques coins de rue de cette école-là. Mais je la connais, l'école privée en question, qui a congédié une femme du Saguenay parce qu'elle disait là. Lola. Les clients, la clientèle de cette école privée-là, je m'excuse, mais c'est majoritairement des parents d'origine haïtienne et d'origine maghrébine, donc l'Afrique du Nord. Je ne sais pas quelle idée ils ont. L'école Laurier à côté est une excellente école. Là où mes enfants ont été, c'est une excellente école. Je pourrais même vous dire que il y avait des conférences. Mon garçon, en maternelle, a eu une conférence qui lui a été donnée par Hubert Reeves dans cette école-là. Imaginez, Hubert Reeves qui s'est déplacé pour faire une conférence sur l'astronomie à des enfants de maternelle. Les professeurs de cette école-là sont extrêmement dédiés, extrêmement compétents. Bon. Mon garçon est revenu à la maison en me disant « Papa, savais-tu que le soleil, c'est une étoile? » Moi, j'étais renversé de voir ça. Okay. Donc, une excellente école. Et mes deux enfants ont fait toutes leurs études dans le secteur public. Ils ont très bien réussi. Mon garçon a fait 2 DEC et technicien d'informatique. Ma fille a un bac en design d'intérieur. Eux, ils ont appris l'anglais à l'école. Et bon, ils travaillent en français. Donc, il y a un problème là-dedans aussi, c'est l'école privée. L'école privée devrait être financée 100% par des fonds privés. C'est pas correct que le gouvernement du Québec et le ministère de l'Éducation donnent le même montant par élève à une école privée qu'à une école du secteur public.
Donc, il y a deux problèmes là-dedans. Les immigrants qui sont mal intégrés, qui sont chauvins. Ne pas me dire qu'un Haïtien n'a pas d'accent, là, je m'excuse, là. Hein? On s'entend. Et puis, donc, c'est un problème qu'il va falloir résoudre d'un jour ou l'autre, là. Sans ça, là, on est dans une situation qui va éclater dans la violence. Je vous le dis, là, je connais ça, la violence. Ça va éclater dans la violence. Vaut mieux s'en occuper maintenant. Merci. Il y a du savoir alors. Non, Paris, il y a les banlieues. La violence, c'est pas souhaitable, mais regardez ce qui se passe à Londres, Paris, aux États-Unis. La situation est assez explosive. Et puis, il faut faire attention. Car souvent, des problèmes sociaux, quand ils sont laissés, quand l'État ne prend pas en main, il ne prend pas, comment dire, ses responsabilités. Lorsqu'on parle de liberté, il y a une liberté responsable aussi. L'État doit prendre en main ses responsabilités d'un ordre social. Et quand il ne le prend pas en main, cet ordre social-là, il se retrouve avec des gros problèmes. Et souvent, ces problèmes-là génèrent de la violence et même racisme. Et à la fin, c'est la guerre. Et on l'a vu dans les années 20-30, la misère, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé Hitler. Ça a créé Hitler en Allemagne. Ça a créé Mussolini en Italie. Ça a créé... Et ça, c'est souvent la crise. Juste avant la crise. C'est un terreau fertile. Et ce qui se produit en ce moment en Europe, puis qui va se produire bientôt ailleurs dans le monde, il faut faire attention. Ça peut se produire ici chez nous aussi. Il faudrait prendre ses responsabilités, mais nous avons un gouvernement de fantoches qui obéit à des seigneurs de guerre, à des seigneurs de l'argent, du capital, qui n'ont aucun intérêt à ce que la population prenne en main son destin. Merci. Alors, bon, Thierry Vincent, je pense qu'on va arrêter à peu près là. On a fait à peu près le tour de la question. Juste répondre sur la question du racisme ou des choses comme ça, un point de vue personnel. Je pense qu'il faut effectivement, comme vous avez dit, être cohérent, être ferme dans les choses. Il faut juste faire attention aux généralisations et faire attention aux dérives. C'est les seules choses que j'aimerais dire là-dessus. Là, je vais vous lire la déclaration de mars 2011, une déclaration sur laquelle on est en train de discuter et qu'on va modifier parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette déclaration-là, mais qu'on lit par tradition. C'est la première fois que je la lis. Alors, je vous la fais. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo! Et je vous attends tous la semaine prochaine et à amener des amis.